Affaire Dreyfus, Vichy, Pétain, rafle du Veldiv ou encore remise en cause du dispositif législatif contre le négationnisme. Les idées d'Éric Zemmour, il faut bien le dire, bousculent, heurtent, déchirent là où les communautés juives de France. Mais ces idées sont-elles vraiment nouvelles? Nouvelles au sens où elles viendraient d'un individu d'origine juive qui remet en cause tout un pan de la mémoire juive, qui interroge la place des juifs dans la société française. La réponse est clairement non pour vous, Joël Seban. Bonjour. Bonjour. Historien, auteur d'un ouvrage à paraître intitulé « La civilisation judéo-chrétienne, le mythe fondateur du monde démocratique ». Vous êtes spécialiste du judaïsme français. Merci d'être avec nous. Alors pour vous, Zemmour fait partie d'un courant de la vie juive française. Expliquez-nous, vous faites remonter ça à la fin du 19e siècle, c'est ça? Oui, même plus en amont. Pour moi, alors ça paraît très contre-intuitif, mais Zemmour fait partie d'un grand récit qui est aussi celui de l'émancipation des Juifs, c'est-à-dire celui de l'égalité entre les Juifs et les chrétiens, le grand processus qui a donné aux Juifs le même statut que les chrétiens. Il fait partie d'un courant minoritaire du judaïsme, mais je parlerai plutôt de cas Zemmour que d'un phénomène. Pourquoi? Parce que quand on pense phénomène, on pense à une éruption récente. Quand on pense à cas, on pense à ce qui est un jalon dans une histoire beaucoup plus ancienne, qui est un nouveau jalon, une nouvelle expression. Il s'inscrit dans un grand récit. Un récit, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, hein. Mais ça veut dire, quand on parle par exemple d'origine ethnique de la France, etc., ça ne veut pas dire qu'on est des origines gauloises. Ou pareil pour le sionisme, on ne sait pas si on remonte tous à Moïse. Mais pourtant, on le croit. On se rattache à un récit. Et ce récit, les élections récentes nous le montrent, ces croyances ont parfois plus d'importance que les faits. On a besoin de se rattacher à un récit. Et la seule chose que je dis, c'est que Zemmour, c'est pour ça que je suis un peu réticent à le catégoriser, même s'il y a bien des cas où on peut le dire, raciste, xénophobe, sexiste, etc. Je veux juste montrer qu'il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large, et c'est pour ça qu'il a un poids dans l'opinion, dans une croyance, dans un récit, qui fait aussi partie de l'émancipation des Juifs de France. Des Juifs de France et même le grand récit de la République française. Disons que ce courant du judaïsme français naît, jaillit au moment de Maurice Barrès, à la fin du 19e siècle. C'est aussi ce que vous dites. Alors en fait, à ce moment-là, il y a ce qu'on pourrait appeler une crispation de ce récit. Mais le récit est plus ancien. Quel est ce récit? Quel est ce récit? Dites-nous. Ce récit, c'est celui de la civilisation chrétienne. C'est ça qui interpelle. Quand on écoute Zemmour, on a... Qui se revendique d'ailleurs plus souvent de la civilisation chrétienne que de la civilisation judéo-chrétienne. Ou que de la civilisation tout court. Au départ, au XVIIIe siècle, on parlait de la civilisation tout court. Qu'est-ce que c'est que la civilisation tout court? C'est une idée très forte, hein, c'est une idée qui date du XVIIIe siècle. Le terme civilisation, on parlait de civiliser avant, le terme de civilisation en tant que processus vers lequel les hommes iraient, hein, cette fameuse flèche qu'on enseigne dans les cours d'école, on voit l'histoire comme une flèche vers le progrès, ça c'est le XVIIIe siècle. Et au départ, la civilisation est humaine. Elle n'est pas musulmane, elle n'est pas juive, elle n'est pas hindoue, elle est humaine. Et donc ce récit nous dit quoi? Et c'est le principal argument de Zemmour, et il n'est pas critiqué là-dessus, ou il est très peu critiqué. C'est que le christianisme est une religion particulière qui a donné la civilisation. Le christianisme aurait par exemple, c'est un de ces arguments qu'on retrouve alors là, beaucoup plus large que Zemmour, qu'on retrouve dans la construction même de la modernité, hein, qu'on retrouve même en partie chez Marcel Gauchet. Le christianisme serait une religion qui aurait été précurseur de la laïcité. Le christianisme, par exemple, connaîtrait la séparation du politique et du religieux. Et du coup, le revers de ça, la contrepartie, c'est que l'islam l'ignorait, ou le judaïsme l'ignorait. C'est l'argument principal de Zemmour. Oui. C'est-à-dire qu'on aurait, pourquoi les chrétiens, pourquoi la France serait plus chrétienne? Parce qu'il y aurait une continuité entre cette France chrétienne millénaire et la France révolutionnaire, au nom de quoi? La séparation des églises et de l'État. Le christianisme serait une foi quand le judaïsme et l'islam seraient des codes religieux. Cette idée n'est pas du tout évidente. Et Éric Zemmour se revendique aussi beaucoup, donc j'en parlais un petit peu avant, de Maurice Barrès. Ouais. D'ailleurs, le théoricien de la terre et des morts, qui reproche aux Juifs, hein, même naturalisés, d'être des agents de désordre et de déséquilibre. Pourtant, ce même Barrès va inspirer certaines personnes de la communauté juive à la fin du 19e siècle. Il y a un courant que les historiens ont appelé les Juifs barésiens. Et on a oublié ces courants-là, comme si on avait occulté une partie de la mémoire juive. Un courant minoritaire, hein, il faut être très clair là-dessus, mais un courant qui a existé. Donc des Juifs qui admiraient Barrès, l'auteur des Déracinés, l'auteur de La Terre et des Morts. Donc d'un nationalisme
qui, pour reprendre des divisions classiques, se centrait plus sur les héritages, la langue, la religion, même si, à mes yeux, ce sont des récits, hein, ce ne sont pas des vérités, que sur ce qu'on peut appeler un patriotisme des valeurs, c'est-à-dire l'adhésion à des idées, etc. Et beaucoup de Juifs français ont été attirés par Barès. Henri Franck, André Spire, Edmond Flegg. Exactement. Et on a des gens aussi dans ce courant-là qui se sont convertis au catholicisme. Moi, j'ai un peu une boutade qui est beaucoup plus, qui peut paraître un peu rapide, que disent comme ça, mais je vais essayer de l'expliciter. Moi qui ai étudié les Juifs convertis dans mon mémoire, des premiers travaux, je suis persuadé que Zemmour se serait converti à une autre époque, au catholicisme. Pas parce que le catholicisme, c'était la France. Et c'est ce qu'il dit. Et à ce moment-là, la seule différence, c'est que le catholicisme n'avait pas le rayonnement. Il y a une concurrence idéologique aujourd'hui. On pourra revenir sur les causes, mais le catholicisme avait un rayonnement considérable au XIXe siècle. Et c'est pas un hasard si nos synagogues, quand nous allons à la Victoire, etc., ont été construits sur le modèle de cathédrale. On parle d'ailleurs de synagogue-cathédrale, on parle même de mosquée-cathédrale aujourd'hui. Tout ça pour dire que le christianisme était un modèle culturel, un modèle cultuel, même un modèle liturgique. Quand les synagogues se construisaient comme des églises, on disait on veut un recueillement comme les églises. Donc on avait quelque chose de beaucoup plus profond. On avait aussi une culture chrétienne qui a imprégné. Lévinas a une phrase qui a imprégné la culture française. Lévinas a une phrase très intéressante. Il disait, pour certains des juifs, des philosophes qu'il admirait, donc ça c'est après-guerre, un Jean Kelevitch, un Léon Brunswick, donc des philosophes qui ont été formés à l'école républicaine laïque. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la citation du Nouveau Testament est plus familière que celle de l'Ancien. Et il ajoutait, et c'est souvent à travers la citation du Nouveau Testament qu'il connaissait l'Ancien. Comment on explique cette fascination d'Éric Zemmour, mais donc d'autres individus issus de la communauté juive, pour ces mouvements proto-fascistes finalement? Il y a aussi la revue de l'action française. Proust lisait cette revue. Certains juifs finançaient même cette revue qui s'est fondée sur l'antijudaïsme avant d'être pour un retour de la monarchie. Comment vous expliquez-vous cette fascination? Alors pourquoi? Parce que, et on pourrait même, là j'ai été un peu théorique, mais je vais citer quelques exemples. Il y a une fascination, pourquoi? Parce que, aussi scandaleux que ça peut nous paraître, beaucoup de juifs partageaient les préjugés sur les juifs étrangers, les juifs français partageaient les mêmes préjugés sur les juifs étrangers que la population générale. Expliquez peut-être juifs étrangers, juifs israélites, ce qu'on appelle. Alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que le judaïsme français a été formé de différentes influences à la Révolution française, et donc les juifs ont été faits citoyens, notamment en grande majorité alsaciens, d'autres étaient dans le sud de la France, etc. Et on va parler, entre guillemets, de juifs de souche française. Ce sont eux, en fait, qui ont été intégrés à la nation. Et ce sont eux intégrés au sens religieux, c'est-à-dire la synagogue française, les consistoires se sont construits à ce moment-là. Et puis après, le judaïsme a été nourri, entre guillemets, par différentes vagues d'immigration, qui étaient beaucoup plus pauvres que des populations qui s'étaient progressivement embourgeoisées. Et surtout à la fin du XIXe siècle, avec la crise économique, ces populations faisaient peur. Et les juifs étrangers se sentaient bien plus civilisés, les juifs français, pardon, se sentaient bien plus civilisés que ces juifs étrangers. Et ils se sont donc rapprochés de certains mouvements nationalistes. Et même ceux qui étaient républicains, laïcs, très ouverts, ce que je veux montrer ici, si vous voulez, c'est que Zemmour, même s'il incarnait un courant juif minoritaire, c'est-à-dire qu'il y avait des juifs qui avaient des idées qu'on pourrait qualifier d'antisémites, eh bien, la plasticité à ces idées était beaucoup plus large que ces juifs parisiens. Donc vous avez cité Proust, oui. On peut citer Edmond Flegg. Edmond Flegg est connu pour les juifs parisiens, les jeunes, etc. Il y a un centre Edmond Flegg. Il est connu surtout, c'est un juif déjudaïsé au sens où il n'avait pas une culture religieuse au départ, qui a retrouvé ses racines juives. Il était en quête de racines. Ça fait penser à notre sujet aussi. C'est-à-dire que beaucoup de juifs se sont intéressés au sionisme à ce moment-là parce qu'ils cherchaient des racines. D'autres les ont trouvés dans la France, ces racines. Donc entre le sionisme des juifs français et le nationalisme des juifs, ça nous paraît choquant, il y a en fait un mouvement de retour aux racines. C'est-à-dire que le patriotisme français, et là Zemmour touche quelque chose de juste, le patriotisme français n'a jamais été uniquement un patriotisme des valeurs, on s'est aussi rattaché à une histoire. Même les juifs les plus républicains se réclamaient aussi de Jeanne d'Arc, d'une histoire beaucoup plus ancienne que la République. Et ce Flegg, par exemple, dans un premier temps, il lisait l'Action française.
Il avait même des écrits où il parlait du parasitisme juif contre certains juifs étrangers. Je donne un autre exemple, Adolphe Frank. Adolphe Frank est peu connu aujourd'hui. Adolphe Frank, c'est pas du tout Zemmour, c'est-à-dire c'est pas du tout une figure marginale, c'est une figure communautaire. Il est vice-président du Conseil central, il est le premier agrégé juif de l'université en philosophie. Il est très proche de l'Alliance israélite, donc un notable de ce qu'on pourrait appeler l'établissement juif, au sens, il y avait un établissement officiel à l'époque, hein, c'est pas du tout une prise de position sur le vote juif ou quoi que ce soit. Il écrit un article en 1886 contre Drummond. En 1886, il publie un best-seller de l'époque qui s'appelle La France juive. C'est intéressant hein, quand on parle de civilisation chrétienne, de France juive, etc. Et donc il nous dit que les Juifs auraient la mainmise sur la civilisation, etc. Et, tout. Et lui, il écrit un texte pour dédouaner cette idée-là, pour critiquer, Drummond, contredire cette idée-là. Et dans ce texte-là, il donne raison comment il s'appelle, Drummond sur un point. Il dit « Tous ces Juifs cupides et arrogants dont vous nous parlez, ils viennent souvent de l'Est ou du Sud. » Donc voilà, donc on a toujours... Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a un antisémitisme juif, effectivement, chez certains individus d'origine juive. Ce que je dis, c'est que les Juifs, en fait, faisaient partie de ce récit plus large qu'eux, et ce récit s'était construit autour d'une identité française qui distinguait, qui faisait des degrés, en gros, de civilisation. On parlait de ce qu'on a pu appeler le proto-fascisme, il y a aussi eu des Juifs fascistes en Italie, derrière Mussolini. Ça c'est vrai, il y a eu des Juifs, et d'ailleurs l'inspiratrice même de Mussolini, dont le nom m'échappe là, était une Juive. Oui. Donc oui, on a eu un mouvement qui a accompagné la construction de tous les États-nations. Ce mouvement devenait plus exacerbé à certaines périodes de crise, mais il a toujours existé. Quand je parlais du Sanhédrin, par exemple, au Sanhédrin, il y avait des Juifs qui disaient « la vraie intégration, c'est de se marier avec des chrétiens ». Donc une disparition de l'identité pour se fondre dans la communauté Exactement, majoritaire. C'est-à-dire que la grande idée qu'il faut retenir et qui est, j'espère qu'il passera, même si elle est compliquée à expliquer rapidement, c'est que, c'est une des idées que je développe, c'est que, à mes yeux, il n'y a pas d'universalisme républicain. Alors je vais préciser ce que je veux dire. Au sens strict, qu'est-ce qu'on entend par universel ? L'universel, c'est traiter tous les gens à égalité. Donc, il n'y aurait pas de différence entre les populations, etc. Ça ne peut pas exister, c'est impossible de traiter également à égalité. La France s'est construite, par exemple, sur un calendrier chrétien. Avant la loi de séparation des Églises et de l'État, il y a eu un siècle où il y a eu un concordat. Et c'était l'Église qui était dominante dans le système qui était présent. Il y a eu beaucoup plus de culture chrétienne, on enseignait beaucoup plus, même dans les agrégations, l'histoire chrétienne que notre histoire. Voilà, donc il y avait un récit qui n'était pas uniquement un récit basé sur des valeurs. Bien sûr. Il se rattachait à quelque chose de plus ancien. Et donc les Juifs, à des degrés différents, se sont rattachés à ces idées-là. Certains ont interprété cette idée de civilisation chrétienne de manière large, en disant on peut s'y intégrer, c'était la civilisation judéo-chrétienne, et ces Juifs-là, on pensait que l'islam pouvait même s'intégrer. Et d'autres pensaient que non. Le christianisme était la seule religion qui était compatible avec la démocratie. Et donc on va retrouver ce discours-là, on va à des degrés divers. En Italie, bon là, ça sera plutôt le fascisme, etc. Mais cette idée d'un nationalisme intégral va faire partie, qu'on le veuille ou non, de l'histoire des Juifs émancipés. Et précisément, chez Zemmour, il y a aussi la tentative de réhabiliter le maréchal Pétain. On l'a entendu pas mal de fois. Hasard ou coïncidence, Joël Seban, c'est un auteur juif qui, après la Révolution, avait théorisé l'image d'un Pétain, protecteur de la France. Je parle de Robert Aron. Voilà, Robert Aron, qui est aussi l'auteur d'un ouvrage que cite Zemmour, qui s'appelle Le cancer américain, en 1931. Et Robert Aron, donc, qui est devenu académicien, défendait la fameuse thèse du bouclier et du glaive, qu'a repris Zemmour en 1954. Histoire de Vichy. Voilà, donc l'idée que, en fait, Pétain et De Gaulle avaient protégé la France, mais de différentes manières. L'un par une forme d'attaque, l'autre en la défendant. Et pourquoi ? Parce que pour ces Juifs-là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que leur identité entière était attachée à la France. Donc, dire par exemple, comme Jacques Chirac l'a dit, que l'État était responsable de Vichy, c'était comme s'ils amputaient une forme de leur identité. Et eux-mêmes avaient eu des positions, et il y a eu des écrits là-dessus, un peu tangentes sur les Juifs immigrés dans l'entre-deux-guerres, en disant on veut des quotas.
Il y a une déclaration du grand rabbin Julien Weil là-dessus qu'il a remis. Après, il a dit que ce n'était pas tout à fait vrai, etc. Mais en tout cas, on trouverait chez les Juifs français cette idée justement que que les Juifs étrangers ne sont pas assez civilisés. Et ils entendaient des mœurs chrétiennes. Je voulais aussi citer un autre exemple très intéressant que je n'ai pas évoqué, que les gens citent peu. Zemmour cite un écrivain qu'on connaît peu, et il aime beaucoup et personne ne le relève, André Suarez. Pourquoi il est intéressant ce Suarez? Il vient d'une famille d'origine italienne, Suarez, donc sans doute de juifs espagnols qui sont allés en Italie, etc. Et lui, il était fasciné par la Bretagne, à tel point qu'il se donnait un pseudonyme breton et qu'il voulait faire croire à tout le monde qu'il avait des origines celtiques. Voilà. Alors, je ne veux pas exagérer le parallèle, mais c'est quand même très intéressant de voir qu'il y avait dans tout un tas d'écrivains juifs comme ça, qui étaient à la lisière du christianisme parfois, à la lisière de la conversion, etc., et qui eux aussi essayaient de désosser leur côté juif. Est-ce qu'on peut relier d'une manière ou d'une autre la vision d'Éric Zemmour à son histoire, à l'histoire des Juifs algériens? Voilà, moi je pense que c'est tout à fait typique. Pourquoi? Juifs d'Algérie, pas du Maroc ou de Tunisie, donc de ce qui était un département français. La thèse que je défends là-dessus, je vais la présenter en un mot, c'est que Zemmour a été civilisé 2 fois à la France. Il a été civilisé en tant que juif, civilisé une 2e fois en tant qu'indigène, ou ancien indigène. Décret Crémieux, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'avant le décret Crémieux, les juifs en Algérie avaient un statut d'indigène. Donc, indigène. Expliqué 1870, décret Crémieux, les juifs algériens sont faits français et pas les musulmans. Voilà, alors donc le décret Crémieux, grand personnage qu'on a oublié malheureusement, grand personnage du judaïsme français. Crémieux avait une phrase très intéressante au milieu du XIXe siècle, il disait, qui est très intéressante si on la compare à Zemmour, il disait, face à un député catholique, moi je ne veux pas de la civilisation chrétienne, je veux de la civilisation tout court. Hein, donc on peut se demander comment on est passé de ça à Zemmour. Et c'est ce monsieur-là, avocat, brillant, qui est devenu ministre, qui décide qui fait un décret qui va naturaliser collectivement les Juifs. Auparavant, Napoléon III leur avait permis, sénatus consul, de les primer individuellement, et les musulmans aussi. Mais là, collectivement. Les Juifs d'Algérie deviennent français. Et c'est ce processus qui a rendu les Juifs algériens super assimilationnistes. Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est que les Juifs d'Algérie, ils avaient quelle culture en fait, hein? Ils avaient quelle culture? Ils avaient une culture hébraïque, bien sûr, juive, talmudique aussi. Ils avaient une culture, qu'on le veuille ou non, arabe. Ce qui est très intéressant, c'est Zemmour, il dit jamais arabe, hein? Il dit je suis berbère. Alors, c'est très... Bon, on est toujours dans des récits. On ne sait pas si nous, toi et moi, on descend de Moïse. Hein, mais bon, on va se rattacher à un récit qui nous fait descendre. Il y a eu beaucoup de conversions, etc. Donc on est dans des récits. On parle d'ethnicité comme si c'était plus ancien, mais en fait c'est un récit. Bref. Donc lui va se rattacher au récit de la barbarité. Le mot qui lui écorche, entre guillemets, les lèvres, c'est le mot d'arabe. Quand vous lisez les ouvrages anglo-saxons, c'est très intéressant parce que les anglo-saxons n'ont aucun problème à appeler les Juifs d'Afrique du Nord collectivement comme juifs arabes. À quel titre? Le costume, la langue, les recettes culinaires. Donc il y a bien des aspects, on pourrait dire, moi j'ai des racines, voilà, l'Algérie par mon père, etc. On a des racines arabes, en tout cas dans la culture, il y a quelque chose en tout cas. Hein. Mais pas Zemmour. Voilà. Et Zemmour, non, il dit berbère. Pourquoi? Parce que, en fait, quand les Juifs français arrivent en Algérie, ils vont aussi occidentaliser l'Algérie. Et ils ont une certaine vision de l'islam. Et ils ont une certaine vision aussi de l'arabité. Il cite beaucoup Renan. Renan dit la langue arabe est incompatible avec la rationalité. La langue. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas dans les structures des langues sémitiques quelque chose qui permettrait de comprendre, de raisonner. Donc on a un discours qui est lié au discours de la civilisation coloniale qui fait des gradations dans les religions. Et des gradations même dans ce qu'on va se commencer à appeler les races. Hein, Zemmour, c'est aussi, il cite beaucoup un mot prêté à De Gaulle, on ne sait pas s'il l'a dit, rapporté. Oui, il a rapporté une fois. Voilà, rapporté dans les années 90, quand l'ouvrage, je crois, est publié dans les années 90, dans le tome 1, l'ouvrage s'appelle Quand la France était la France. Hein, oui. Donc il avait quand même une optique de Alain Perfit, qui disait la France est un pays de race blanche, de religion catholique. Et je ne veux pas colomber les 2 mosquées. Voilà, voilà. Je veux pas que mon village. Et donc vous voyez très bien, c'est ça qui est intéressant, que c'est plus qu'une question de religion, c'est aussi une question de race. Quand je dis race, j'entends non pas une couleur de peau, hein, mais une construction autour de la couleur de peau. Bref, ça serait plus complexe. Quand les Français sont arrivés en Algérie, il y avait aussi une volonté de, je vais dire le mot, de désarabiser, de d'occidentaliser. Et qui a désarabisé les Juifs d'Algérie?
c'est d'abord les Juifs français. C'est-à-dire que les Juifs français sont arrivés en Algérie, avant même qu'il y ait le décret Crémieux. Ils ont décrit les synagogues. Et il y a des rapports de synagogues, mais d'une cruauté extrême. Il y a des médecins de l'armée, qui sont des Juifs de l'armée française, qui disent « les écuries en France sont plus propres que leurs synagogues ». Et on les entend parler un dialecte fait un peu d'arabe et d'hébreu, etc. Donc il y a une image, ils ont déjà, quoi qu'on pense de l'islam, etc., ils ont déjà une image, non seulement de la religion arabe, mais de la culture arabe. Et Zemmour, comme beaucoup de Juifs d'Algérie, l'intégration des Juifs d'Algérie s'est aussi faite sur une, on peut dire, déjudaïsation dans le sens où on a adhéré, on a abandonné progressivement l'instruction religieuse, les prénoms hébreux, etc. On peut accepter ce récit-là, hein, mais c'est un fait qu'il y a une perte de substance de la culture hébraïque. Et Zemmour, pour moi, complètement adhéré, est tout à fait le produit d'une désarabisation, c'est-à-dire qu'on a abandonné l'hébreu, etc., et à l'extrême, et d'une déjudaïsation au sens où on va connaître mieux saint Thomas d'Aquin que Maïmonide, ce qui est le cas. Zemmour prend aussi pour modèle Napoléon. On en avait déjà parlé lors d'un précédent entretien. Il aimerait, selon ses mots, faire aux musulmans ce que l'empereur a fait aux juifs. C'est pas comparable. Non, je pense que c'est pas comparable. Pourquoi? Parce qu'il y a un trou noir dans le discours de Zemmour. Je ne vais pas même parler de Zemmour, mais même dans le discours général sur la civilisation chrétienne. La colonisation. Et les juifs, en gros, ont été considérés par certains historiens comme une colonie interne à l'Europe. En réalité, à mes yeux, hein, c'est Susanna Echel, bref, historien américain qui développe ça, le parallèle n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de temporalité différente. Quand les Juifs sont intégrés, ils étaient une toute petite minorité. Et ils avaient, on l'a cité la dernière fois, un précepte, la loi du pays, c'est la loi. Ils avaient, entre guillemets, on va dire, un habitus de vivre en minorité. Et donc, les Juifs ont très vite accepté, moi, ce que j'appelle le discours de la civilisation chrétienne. C'est-à-dire que les Juifs ont été intégrés au nom de la proximité qu'ils avaient avec le christianisme. Il faut savoir que Napoléon, il leur fait prêter serment sur la Sainte Bible. Donc on a vraiment des expressions chrétiennes. Et on demande aux rabbins de s'habiller en soutane. Donc ils étaient une minorité qui a pu s'intégrer. Et la date importante, parce qu'ils étaient une toute petite minorité, et parce qu'aussi on voyait qu'il y avait des similarités entre les deux. À ce moment-là, on se dit, le judaïsme n'est plus proche de l'islam, ce qu'il était au Moyen-Âge. Hein. Oui. Un Dieu unique, c'est pas pareil qu'une trinité. Il est proche du christianisme. C'est récent, en fait, comme discours. N'importe quel historien du Moyen-Âge pourra vous dire que c'est pas du tout le cas pour un Maïmonide ou un Yehuda Halevi, que le judaïsme, etc. Bon. Donc, ce que je veux dire dans tout mon discours, en gros, c'est de dire qu'il y a des processus économiques, on va s'intégrer économiquement, il y a des processus politiques, mais il y a aussi des processus religieux, des processus de croyance. La grande date pour l'intégration de l'islam, entre guillemets, c'est 1830. 1830, c'est la conquête de l'Algérie. Et là, on a une confrontation directe entre deux mondes. Abdelkader, donc, qui est une autorité arabe en Algérie, se révolte contre la colonisation et déclare le djihad. Donc dès le départ, si vous voulez, l'islam est intégré dans un modèle colonial. Et les gouvernements coloniaux pensent que l'islam n'est pas... il y a vraiment une idée qu'elle n'est pas compatible. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, qu'il y a des grandes questions qui se posent avec l'intégration de l'islam. Pour moi, c'est le grand enjeu. Mais en tout cas, ce n'est pas comparable à l'intégration des Juifs. Je pense que ce n'est pas comparable parce qu'il y a une question de démographie, on l'avait évoqué, et il y a surtout la question coloniale. C'est-à-dire que les Français sont devenus des citoyens, les musulmans étaient des sujets. Ils étaient français, on l'oublie de le dire. Hein. Quand ils étaient dans l'Empire français, ils étaient français. Mais ils étaient des sujets. C'est-à-dire que cet universalisme républicain qu'on cite tout le temps, il faisait des catégories entre les peuples. Il s'appliquait à ceux qui habitaient la nation. Là, on était des citoyens, on était égaux. Mais à l'étranger, on était des indigènes, on était des sujets. C'est pas étonnant, c'est le grand moment de la démocratisation en France, c'est la Troisième République, fin du XIXe siècle. C'est aussi le grand moment de la colonisation. Donc et l'islam a été vu sous ce prisme-là. L'islam a été vu sous le prisme colonial, d'une religion qui est différente des autres religions. Voilà, donc là, il faut vraiment comprendre l'histoire coloniale. Et il faut, je pense vous savez, il y a une historienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rita Hermond-Belot, qui me disait à ma thèse, quelque chose qui m'a beaucoup plu et intéressé, qui m'inspire encore aujourd'hui, quand on est historien, ce qu'on doit relever, c'est beaucoup plus ce qui est nouveau que les continuités. Et là, et c'est sur ça dont j'aimerais parler avec l'islam, c'est-à-dire qu'on doit surtout s'intéresser aux phénomènes nouveaux. Il y a quelque chose de radicalement nouveau, incomparable avec ce qui s'est passé. Ce qui est radicalement nouveau, c'est que pour la deuxième fois dans l'histoire moderne,
On doit intégrer pas simplement une communauté, ce qui était le cas pour les Polonais, on doit intégrer une religion. Et on doit l'intégrer au sens des cultures, au sens du récit. Et certains, en gros, comme Zemmour, refusent d'élargir le récit. Pour eux, c'est une vérité. La France est chrétienne de tout temps. Pour moi, c'est un récit, et c'est un récit. Et donc, on a peur, il faudrait élargir ce récit-là. Voilà. Ça pose des problèmes énormes. Et pour les Juifs, à leur échelle, ça en a posé. Avec l'islam, c'est des problèmes qui dépassent totalement. On va en parler, l'échelle de la France, etc., qui concernent, je n'hésite pas à utiliser le mot, l'Occident. J'imagine qu'on en reparlera. Merci beaucoup Joël Seban, c'était passionnant. On en reparlera évidemment dans un prochain entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage à paraître, La civilisation judéo-chrétienne, le mythe fondateur du monde démocratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.